Une heure avec Florence Quentin. Une émission de Frédéric Casadessus. Bonsoir à tous. Vous avez certainement eu, lorsque vous étiez enfant ou adolescent, la passion de l'Égypte. Depuis Napoléon Bonaparte, l'Égypte est une passion française. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florence Quentin, qui est journaliste, écrivain, auteur de livres et égyptologue vraiment reconnue aujourd'hui, et c'est un grand plaisir pour nous de la recevoir à l'occasion de la parution de son nouveau livre « Les grandes souveraines d'Égypte », un ouvrage paru chez Perrin. Florence Quentin est un peu comme chez elle en Égypte. Elle vous parle de ce pays comme si elle y avait toujours vécu, et nul doute qu'elle en a parcouru non seulement les zones les plus prestigieuses, mais aussi les régions secrètes qui vous permettent d'avoir la familiarité avec ce pays quand même un peu mystérieux. Alors Florence Quentin, bonsoir d'abord. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup de nous accueillir pour une émission consacrée certes à votre nouveau livre, donc aux grandes souveraines d'Égypte, mais aussi à votre personnalité, car vous le savez, Une heure avec est une émission de portrait, et donc en préambule, je voudrais vous poser cette question. De quelle manière l'Égypte est-elle venue à vous ? Alors, elle est venue à moi dès l'enfance. Alors, je n'ai pas, contrairement à d'autres, découvert cette civilisation dans les livres ou à travers l'enseignement scolaire, mais j'ai eu la chance, le privilège extraordinaire de me rendre dans la vallée du Nil à l'âge de 12 ans avec ma mère et ma sœur, ma mère qui était reporter et qui nous emmenait de par le monde dès l'enfance. Et lorsque je suis arrivée en Égypte, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi en quelque sorte, une espèce de coup de foudre au premier regard. J'avais retrouvé mon Orient en quelque sorte, et j'ai été subjuguée non seulement par la conservation des monuments, mais également par la lumière, par la géographie extraordinaire de ce pays, le désert, la bande fertile, et puis ce Nil omniprésent qui vous emmène donc notamment dans le passé, dans le présent et dans l'imaginaire. Florence Quentin, avec une mère reporter, est-ce qu'on peut dire que vous aviez déjà le sens des voyages plus que le goût ? Oui, je pense que ce sens se forme dès la petite enfance, et nous avons voyagé très jeunes, dont nous avons notre mère était aussi critique d'art et de musique, de cinéma, etc. Et on avait une formation. Nous allions au musée, nous sortions, nous écoutions de la musique, et nous visitions aussi le patrimoine de tous ces pays. Très très jeunes, nous avons été formés avec ma sœur. Donc nous avions l'œil effectivement formé à la beauté. Mais j'avais donc aussi des points de comparaison. Mais dans nul autre pays, j'ai ressenti cet appel extraordinaire, presque cet appel intérieur entre un pays et moi, cet amour naissant et qui ne s'est jamais démenti. Oui, d'ailleurs, vous remerciez votre sœur dans votre nouveau livre en disant qu'elle vous a lu, elle est une compagne. Alors, on peut au passage évoquer sa présence à vos côtés aussi dans cette complicité que vous semblez avoir avec l'Égypte. C'est plus qu'une complicité, vous venez de le dire, c'est un coup de foudre, c'est un coup de cœur. Oui, tout à fait. Et c'est une histoire de famille, puisque ma sœur m'a accompagnée souvent en Égypte. C'est une artiste, elle est mosaïste. Elle aussi a un œil, on va dire, exercé, très différent du mien. Et elle m'a, comme ma mère d'ailleurs, elle m'a toujours soutenue et encouragée dans ses études et dans cette passion pour l'Égypte. Alors, comment devient-on égyptologue, Florence Quentin ? Parce que des tas d'élèves, garçons ou filles de classe de 6e se disent « Ah, je voudrais devenir égyptologue ». Alors, comment devient-on égyptologue ?
Alors, on devient égyptologue en étudiant déjà, on a un tronc commun d'histoire et d'histoire de l'art, et ensuite on fait une spécialisation, une spécialité égyptologique dans quelques centres en France, à Lille, Strasbourg, Lyon, Montpellier, avec des chaires d'égyptologie qui ont été créées au fil du temps. Et à Paris, bien sûr, à l'école du Louvre. Et il faut bien sûr apprendre la civilisation. L'histoire de l'Égypte, c'est énorme parce qu'il y a 3000 ans, ou même plus de 3000 ans d'histoire égyptienne. Et C'est également. énorme. Ça, on va en parler après. Oui, oui. Donc, et puis surtout la langue égyptienne, parce que c'est indispensable de connaître, de faire des études d'épigraphie. Après, on peut se spécialiser plus dans l'archéologie, mais il faut quand même faire un peu d'épigraphie ou beaucoup d'épigraphie, c'est-à-dire aller à la source des textes. alors, 3 éléments ici. L'histoire classique, je serais tenté de dire, mais rien n'est classique avec l'Égypte. C'est-à-dire histoire politique, administrative, économique, militaire, l'histoire de l'art et l'épigraphie. J'ai l'impression que ces 3 sciences, à propos de l'Égypte, sont intimement mêlées. Oui, parce que déjà, l'Égypte, c'est une civilisation de l'image. Les images sont omniprésentes, les fresques, les statues, beaucoup de monuments sont extrêmement bien conservés. Donc l'image, il faut aussi analyser de manière stylistique, reconnaître les différents styles des différentes époques. Et puis, ces monuments sont inscrits. Donc il vaut mieux connaître les hiéroglyphes pour comprendre ce que les Égyptiens ont voulu nous dire. Et enfin, tout ça s'inscrit effectivement dans une très longue histoire, à la fois politique, économique, géographique. Alors, je disais en préambule que l'Égypte est une passion française depuis que Bonaparte y est parti et surtout depuis qu'il en est revenu. Mystère des choses, car cette aventure militaire a été un fiasco, mais depuis, les Français aiment l'Égypte passionnément et c'est même à un Français que l'on doit d'avoir percé le mystère des hiéroglyphes. Champollion, qui je crois n'avait jamais mis les pieds là-bas, n'est-ce pas ? Non, c'est un passionné, un homme extrêmement cultivé qui, dès l'enfance, avait lui aussi cette passion pour les langues anciennes et il a appris le copte, l'araméen, l'hébreu, enfin, il était extraordinaire. C'était un homme d'une très grande culture, un jeune homme d'une très grande culture, mais il avait ce lien lui aussi, sans être allé en Égypte, très particulier aux hiéroglyphes. Alors, il y avait une course pour découvrir cette langue, enfin, le secret, la clé de ces hiéroglyphes, mais c'est lui qui l'a emporté, justement grâce à la pierre de Rosette, à la copie de la pierre de Rosette qui a été découverte par l'armée de Bonaparte. Alors, bravo à Bonaparte pour avoir ramené tous ces documents qui nous ont servi abondamment en égyptologie. Florence Quentin, vous êtes l'auteur d'un grand nombre de livres consacrés à l'Égypte. On pourrait quand même citer le fameux Livre des Égyptes que vous avez conçu pour la collection bouquins. Selon quels critères choisissez-vous vos sujets ? Partez-vous du principe que vous avez une œuvre à bâtir ou est-ce l'inspiration qui vous vient, celle de votre éditeur aussi parfois ? Non, je pense que c'est un chemin extrêmement personnel là, qui m'habite depuis toujours. Mon premier livre, c'était en 1993, donc j'avais une trentaine d'années. Et déjà, j'avais l'impératif intérieur de transmettre mes connaissances au plus grand nombre. Parce qu'on trouve en égyptologie soit une littérature très grand public, romancée ou souvent un peu ésotérique, donc qui est fausse. Oui. Ou alors des publications scientifiques qui ne sortent pas de l'université. Et je me trouve à cette jonction, sur ce chemin extrêmement, on va dire ténu, enfin de transmettre à partir de connaissances scientifiques au plus grand nombre. Et c'est effectivement un impératif intérieur de me sentir comme une sorte de personne qui transmet, qui a cette chance d'être touchée par la grâce de l'Égypte et qui a à donner, à offrir à ceux qui aiment l'Égypte des connaissances qui sont exactes. Oui, nous allons dire quelques mots pour en finir avec les complotistes de l'Antiquité sur ces zozos qui prétendent que l'Égypte nous transmet des messages secrets. Et je me souviens qu'il y a une solide quarantaine d'années,
un archéologue avait ironisé sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot, je dis ça pour les plus jeunes, en disant que si on prenait les mesures d'une cabine de marchand de journaux à Paris et qu'on multipliait par le cube de je ne sais quoi, on arrivait à la base de la pyramide de Khéops. Tout ça pour évidemment montrer que il fallait écarter tout message obscur dans tout ça, n'est-ce pas? Oui, l'Égypte a depuis toujours, même depuis l'Antiquité, parce que les Grecs déjà étaient des égyptomanes convaincus, des égyptophiles, et déjà ils ne comprenaient plus ni la langue bien sûr, ni finalement la profondeur même de la spiritualité égyptienne. Et il y avait déjà une égyptomanie grecque, une interprétation grecque de la science égyptienne, de la religion égyptienne. Et aujourd'hui, alors on est dans l'époque des fake news et des complotistes. Alors là, évidemment, les pyramides, c'est la pyramidologie ou pyramidiologie, selon un de mes confrères qui s'insurge, qui est un spécialiste des pyramides. Voilà, donc on a effectivement toutes sortes de théories fumeuses sur la construction des pyramides, notamment sont-elles le fruit d'intelligence supérieure qui serait venue enseigner aux humains les connaissances profondes. Et bien sûr, les égyptologues se liguent contre la véritable science secrète et refusent effectivement de livrer leur secret d'une certaine manière. Alors, je tiens à le préciser justement pour nos auditeurs, ce livre est un livre de belle vulgarisation, ce qui signifie qu'il est à la fois documenté et bien écrit. Et ce n'est pas vraiment, c'est extrêmement agréable à lire, on y découvre toutes sortes de choses, mais pour que nos auditeurs nous suivent, autant que pour leur donner le désir de lire les grandes souveraines d'Égypte, j'aimerais, chère Florence Quentin, que vous nous rappeliez, j'allais dire en quelques mots, c'est excessif, mais disons que vous preniez le temps de rappeler à nos auditeurs quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'Antiquité égyptienne. C'est une question vaste. On a la formation effectivement des premières dynasties, c'est-à-dire des rois qui ont réussi à unifier la Haute et la Basse Égypte. C'est le premier État unifié, on va dire, de l'époque, sous la direction d'un pharaon, d'un roi qui très tôt donc va unifier ces deux terres, Haute et Basse Égypte. Et ensuite, on va avoir une série de ce qu'on appelle des empires, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, et puis la basse époque jusqu'à la conquête par Alexandre en 332 avant notre ère d'une Égypte qui va être gréco-égyptienne. C'est important de le dire parce qu'il va y avoir une sorte de syncrétisme entre les deux civilisations, et ensuite la domination romaine et la fin de la suprématie égyptienne avec l'échec, on va le dire, de Cléopâtre et la bataille d'Actium qui voit la victoire d'Octave, Auguste, et la fin de l'indépendance de l'Égypte. Voilà pourquoi aussi je parle de Cléopâtre, qui n'est pas vraiment une reine pharaonique, mais qui pour moi est à mes yeux importante parce que c'est elle qui a c'est un symbole puisque c'est elle qui s'est battue pour maintenir l'indépendance de l'Égypte, qui donc en 30 avant notre ère va finalement va mourir, va se suicider à la suite de la mort de Marc-Antoine, du suicide de Marc-Antoine, et c'est la fin de l'indépendance de l'Égypte. Et ensuite, l'Égypte va être christianisée dans les premiers siècles, dans le 4e, 5e siècle de notre ère, et puis elle va être conquise par l'islam. Et on a aujourd'hui, je le rappelle, parce que c'est important, une Égypte assez complexe, bien sûr, mais une Égypte très riche puisqu'il y a la plus grande communauté de chrétiens d'Orient, donc du monde. Elle est en Égypte avec les Coptes. C'est extrêmement important à l'heure actuelle de le rappeler. Vous avez bien raison, Florence. Alors tout cela sur 3000 années, donc c'est tout à fait considérable. Votre livre, en effet, commence par une description de Cléopâtre, mais une Cléopâtre cinématographique, puisque c'est évidemment Elizabeth Taylor que vous évoquez dans les premières pages. Je serais tenté de dire, comme vous l'avez évoqué à l'instant, un peu pour vous en débarrasser. C'est pour dire, bon, ok, tout le monde connaît Cléopâtre, mais maintenant, vous allez l'oublier. Ça, c'est un peu du cinéma. On va parler des vraies souveraines d'Égypte.
Et on la retrouvera, cette Cléopâtre, à la toute fin. Et à juste titre, vous rappellerez qu'elle n'est pas extrêmement égyptienne, elle l'est un peu, mais elle est avant tout macédonienne, donc, enfin, d'origine. Autrement dit, c'est une égyptienne d'obédience relative. Hein, voilà. Et pourtant, je lui suis attachée parce que c'est la seule des reines, enfin c'est la seule des Lagides, c'est-à-dire des descendantes d'Alexandre, qui parlait l'égyptien, qui avait fait l'effort d'apprendre l'égyptien. Voilà. Et quand elle apparaissait telle la nouvelle Isis, comme nous le dit Plutarque, eh bien je trouve qu'elle était quand même très égyptienne. Mais pour beaucoup d'égyptologues, les reines lagides ne sont pas des reines considérées comme, voilà, ça c'est notre science qui peut avoir ses rigidités, n'est pas considérée comme une reine pharaonique. Alors, venons-en à ces grandes souveraines d'Égypte. Tout d'abord, vous le dites dans votre livre, le statut des femmes est très surprenant par rapport à ce que l'on en croit souvent. Du statut des femmes dans le monde antique et parfois dans le monde méditerranéen. Oui, il faut remarquer que, bien sûr, nous sommes dans une société patriarcale, hein, ça c'est une évidence, mais les femmes ont bénéficié d'un statut privilégié par rapport au reste du monde antique. Elles ont pu exercer des professions, des fonctions, qui partout ailleurs étaient réservées aux hommes. Et on trouve dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire dès 2300, 2500 avant notre ère, par exemple, la mention d'un juge, une femme qui était juge, d'une femme garde des sceaux, d'une femme amirale, médecin, et tout ça dès l'Ancien Empire. Ça, donc, c'est stupéfiant, je dois le dire, vraiment. Oui, tout à fait, c'est stupéfiant et on pourrait imaginer que c'est une interprétation moderne, mais en réalité, nous avons des textes juridiques. Les Égyptiens étaient des graphomanes incroyables, ils écrivaient tout et tout le temps et partout. Et donc, on a des textes juridiques qui montrent que la femme pouvait administrer un domaine. Il n'y avait pas de mariage, on vivait ensemble, on choisissait de vivre ensemble dans une manière de concubinage, et si on ne s'entendait pas, la femme reprenait sa dot et pouvait même intenter un procès à son mari, enfin à son compagnon. Et il y avait une grande liberté sur le plan juridique, et ça, c'est un signe d'une civilisation quand même évoluée qui a laissé une place aux femmes. Alors ça, c'est effectivement très surprenant, et cela génère, me semble-t-il, un certain nombre je déteste ce mot maintenant, alors que c'est un très joli mot, le terme de polémique. Mais il est tellement galvaudé et utilisé à tort et à travers que je n'ose même plus y toucher, si j'ose dire. Mais enfin, ça génère beaucoup de controverses. Tiens, voilà un autre joli mot qu'on emploie plus rarement. Controverses très contemporaines qui montrent que, comme disait Marc Bloch, si le passé explique le présent a tendance aussi à éclairer le passé, non ? Oui, mais il faut justement être très prudent dans ce domaine avec l'histoire et l'histoire ancienne, parce qu'on sait très peu de choses au fond et on en est à interpréter les documents. Donc la rétroprojection est un danger. L'icône pop qui est Hatshepsut, l'icône féministe des mangas japonais, voilà. Donc c'est une erreur de dire que c'était une icône féministe, bien sûr. Mais effectivement. Pardon, mais on reparlera de cette reine tout à l'heure, mais dire que c'était une icône féministe reviendrait à dire que l'ensemble de la société était patriarcale, hostile aux femmes, alors que vous venez de dire exactement le contraire. Donc oui, tout à fait. Et puis prendre le pouvoir, on en reparlera, mais prendre le pouvoir, ce n'est pas la seule qui a pris le pouvoir absolu, mais elle l'a fait dans des conditions très particulières. Et cela ne fait pas d'elle une icône féministe. C'est plus subtil que ça. Voilà. Alors, controverse aussi sur le rôle de chacune de ces reines. Alors, vous les avez sélectionnées ou vous les avez prises, j'allais dire, de manière exhaustive, en choisissant quand même, me semble-t-il, un éclairage particulier sur tel ou tel, non ? Alors j'ai choisi surtout, historiquement parlant, j'ai ciblé le Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 1500 et 1000 avant notre ère, qui est la période la plus, c'est l'apogée de l'Égypte ancienne, hein. Donc c'est là que toutes les richesses convergent de tout le Proche-Orient, que l'empire égyptien est le plus puissant, et c'est là aussi qu'on voit une montée justement en puissance de ces reines.
Après, ça va décroître. Avant, on connaît moins de choses de ces reines beaucoup plus anciennes, mais là, on voit que c'est l'apogée des souveraines d'Égypte. Voilà pourquoi j'ai voulu me focaliser sur ces portraits. Et d'ailleurs, on me pose toujours les mêmes questions c'est normal, sur les plus connus, sur Néfertiti, sur Tiye, sur Hatshepsut, etc. Mais je traite toutes les reines pour montrer qu'il y a un continuum et qu'il y a aussi entre ces reines de très grandes souveraines, il y a aussi des femmes qui ont en quelque sorte transmis le pouvoir à leurs filles ou petites filles, etc. et fait l'injonction. Et il y a une sorte d'harmonie entre toutes ces reines qui se succèdent. Florence Quentin, j'aime beaucoup vous entendre parler de 1500 à 1000 avant notre ère, comme si vous nous parliez d'avant-hier. Alors, c'est votre familiarité avec votre champ d'études, mais tout de même, arrêtons-nous 5 secondes sur ces milliers d'années. Je ne sais pas comment nos auditeurs entendent ça, mais moi, ça me donne le vertige, tout de même. J'ai déjà, dans ma petite tête, la possibilité d'envisager de remonter 2000 ans en arrière, parce qu'évidemment, ça nous ramène, 2000 ans et un peu plus au temps du Christ. Mais alors, 3500 ans avant, alors là, je suis perdu. Comment faites-vous? Comment se construit l'imaginaire des égyptologues avec une temporalité de ce genre? Oui, je pense qu'on a très tôt justement cette formation et on envisage le temps d'une manière beaucoup plus globale, j'imagine. Voilà pourquoi aussi on relativise les événements, enfin c'est mon cas actuel, parce qu'on voit ce temps long qui se déploie et puis je pense que le fait d'être sur le terrain, d'être confronté à ces monuments et à ces textes, nous les rendent presque familiers. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, on développe une intimité avec ces personnages, avec ces textes, qui nous les rendent comme des ancêtres, grands-parents ou arrière-grands-parents. On les sent beaucoup plus proches quand on lit ces textes. Mais c'est assez vertigineux, vous avez raison. Tout de même, petit point de comparaison, 1000 ans avant notre ère, c'est encore 500 ans avant le siècle de Périclès, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis ce qui nous sépare, nous, des cathédrales, c'est ce qui sépare, on va dire, le règne d'Akhenaton, le pharaon monothéiste, et la construction des pyramides. Oh. Donc là, c'est vertigineux. Et puis une civilisation qui a duré 3000 ans, nous n'en sommes pas là. Nous sommes à 2000 ans et nous sommes essoufflés. L'Égypte, c'est le cas de le dire en ce moment, nous sommes très essoufflés et l'Égypte ancienne ne s'est pas essoufflée, enfin en tout cas elle a eu des ruptures, des révolutions certes, mais il y a eu une continuité en tout cas dans la religion, dans le socle de cette société pendant plus de 3000 ans. Florence Quentin, pouvez-vous, là encore je vous lance des défis, mais comme vous êtes non seulement écrivain, mais conférencière, vous êtes habile au maniement des questions banales auxquelles vous répondez rapidement. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire la structure du pouvoir? Car il existe une différence entre les pharaons et les rois et les reines, si je vous ai bien lu. Alors, le pharaon, c'est le roi, c'est le roi d'Égypte. Oui. Et la reine, il y a parfois, chez les reines, effectivement, des nuances, parce que c'est presque plus complexe. La reine est soit la grande épouse royale, c'est-à-dire une des épouses royales, grande épouse royale, c'est-à-dire la favorite, ou une parmi les favorites. Et ensuite, il y a des reines secondaires et des concubines. Donc, ça se décline en autant de femmes dans la sphère royale. Et c'est une structure assez complexe, surtout pour les règnes importants ou qui ont duré très longtemps, comme celui de Ramsès II, qui a duré plus de 60 ans. Et donc, il a eu, je ne sais pas, plusieurs dizaines de femmes et beaucoup d'héritiers, ce qui va être très complexe pour la succession de Ramsès II. Et donc, ces rois, effectivement, sont des dieux vivants sur Terre. Il ne faut pas oublier, et ça aussi c'est vertigineux, qu'on a l'impression que c'est de très grands rois. Alors ils ont des conseillers, ils ont ce qu'on appelle un vizir, un premier ministre, ils ont des ministres, etc. Une administration extrêmement bien développée dans toute la vallée du Nil, avec des scribes, on va dire des fonctionnaires qui font remonter les informations. Mais c'est surtout que
comme je le disais, c'est un Dieu sur terre qu'on ne peut même pas regarder en face. Et on ne peut pas lui tourner le dos, on recule devant lui, de peur presque d'être foudroyé par cette incarnation du divin. On n'imagine pas ce que ça a pu être pour le peuple d'entreapercevoir le roi ou la reine qui étaient des hypostases du divin, c'est-à-dire des réceptacles de l'énergie divine des origines. Alors, l'État nous rend l'Égypte familière, hein. C'est peut-être ça aussi le point commun entre l'Égypte ancienne et la France, ce que j'appellerais la France moderne et contemporaine, disons de Richelieu à nos jours. Qu'en pensez-vous, Florence? Oui, le fait que cet État ait été unifié très tôt, imaginez donc à l'Ancien Empire, déjà on a un seul État, alors qu'à l'époque, vous parliez de Périclès, on a des cités-États. Voilà. En Grèce, on a Sparte qui s'oppose à Athènes, etc. Alors qu'en Égypte, depuis longtemps, il y a une unité. Donc ça donne de la puissance à cet empire. Et puis on a un seul personnage qui est à la tête de ce pays puissant. La géographie, effectivement, l'explique aussi, parce qu'on a effectivement le sud et le nord qui sont très différents, le delta, et puis ce Nil qui est l'artère vivante de l'Égypte et qui unit le sud au nord et à la Méditerranée et à l'Afrique. Notre cher Hérodote qui a eu cette formule sublime, l'Égypte est un don du Nil. Hein. Effectivement, sans le Nil, il n'y a pas de civilisation égyptienne. Et effectivement, alors, est-ce que nous sommes républicains? Oui, mais nous aimons les pharaons, c'est possible, parce que le pouvoir suprême, les jacobins, etc., voilà, français, qui concentrent quand même beaucoup de pouvoir, les rois de France, qui sont, mais aujourd'hui encore, le président de la République, le roi de France est Ouin, enfin à Reims, etc. Il a une dimension divine. Et même aujourd'hui, quand je revois des images de la reine d'Angleterre qui est couronnée, dans les années 50, je suis sidérée de voir non seulement le décorum, mais le faste rituel qu'il y a autour de ce couronnement, qui me semble vraiment une reine de droit divin. Et on a l'impression d'assister au couronnement d'un pharaon. Alors, ces reines d'Égypte, elles ont du tempérament, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'une d'elles a suscité particulièrement mon intérêt, sans doute parce que vous dites qu'elle est vraiment une reine ayant exercé, je dirais pas la totalité, mais la plénitude des pouvoirs dont elle pouvait disposer. Vous l'avez déjà cité tout à l'heure, c'est Hatshepsut. J'espère prononcer convenablement, hein, Florence Quentin, vous le direz. Alors, celle-ci, quand même, est assez étonnante parce qu'elle est d'abord une reine épouse et puis régente. Là, nous sommes en terrain familier. Sur Fréquence Protestante, les régentes n'ont pas laissé que des bons souvenirs. Mais après, elle va se révéler une reine dans l'acception pleine et entière, non? Alors, quelques mots sur cette Hatshepsut, Florence. Alors, cette reine, effectivement, comme vous l'avez très bien retenu, est à la fois fille du roi, ce qui va lui donner une légitimité selon, on va dire, la géographie royale et sa légende. Elle est, d'une certaine manière, la fille préférée de son père, Thoutmôsis Ier, et elle va épouser, parce qu'il n'y a pas de loi salique en Égypte, mais tout de même, bien c'est l'héritier mâle qui hérite du pouvoir. Elle épouse donc son là, on est en terrain connu quand même. Hein, bon. Mais il n'y a pas de loi salique, rien n'interdit que ce soit une femme, mais bon, c'est quand même l'héritier mâle qui est prioritaire pour monter sur le trône. Donc, elle est, d'une certaine manière, non pas obligée, mais c'est la tradition. Elle épouse son demi-frère, donc qui va mourir au bout de 2 ou 3 ans, parce que l'espérance de vie est assez faible en Égypte, et elle va se en moyenne, pardonnez-moi. 35 ans. Oui. On ne sait pas très bien d'ailleurs, ça peut-être. Non, mais à l'étude des momies, on voit 35-40 ans. C'est difficile, mais guère plus. Et donc, elle est très jeune, elle a eu un enfant déjà. Donc, ce sont des jeunes princes et princesses qui se marient. Ils sont à peine pubères, ils ont 11 ou 12 ans. Ils s'unissent, elle a déjà un enfant, elle a 15 ou 16 ans.
et elle devient, on va dire, régente d'une certaine manière de son neveu, encore un garçon, et beau-fils. Alors là, c'est compliqué. Le fils de son époux, mais d'une épouse secondaire. Donc là, vous voyez, ça complique toutes ces sortes d'épouses secondaires et de concubines, parce que ça complexifie énormément les histoires de transmission du pouvoir. Et d'ailleurs, ça complique certainement le travail des historiens, car tout à fait. s'y retrouver n'est pas une mince affaire. C'est une véritable, l'archéologie égyptienne est une véritable enquête policière. Voilà ce qui est très stimulant, en tout cas pour moi, parce que j'aime beaucoup ce côté enquête. Et donc, elle va donc, non pas épouser l'enfant, parce que voilà, mais elle va régner, elle a 15 ans, il a 3 ans. Donc, elle assure, on va dire, le pouvoir pour lui, mais il est couronné pharaon. Donc, elle est la régente, elle assure le pouvoir pour lui. Mais elle va passer une ligne décisive en 1479 avant notre ère, et elle va se faire couronner pharaon. Alors lui-même est pharaon, il va donc y avoir une co-royauté. Elle, contrairement à ce qu'on a écrit, elle ne va pas l'exclure du pouvoir, il est encore pharaon, il est toujours pharaon, mais elle aussi est pharaon. Elle est souveraine régnante, et au départ, elle se fait représenter comme une femme, et progressivement, il y a un glissement de son image, et elle porte, bien sûr, les attributs du pouvoir, la barbe postiche, la coiffe à rayures, vous savez, comme celle du sphinx, et puis elle se fait représenter torse nu, on voit encore un peu une ébauche de sein, et progressivement, elle se fait représenter en homme. Mais je tiens à dire qu'en aucune manière, contrairement aussi à ce qu'on a pu dire, ce n'est pas une icône queer. Elle ne se déguise pas. Elle n'est pas transgenre non plus. Elle n'est pas transgenre. Elle ne se travestit absolument pas, car elle insiste pour que l'on grave sur ces monuments. Elle joue sur la fluidité de genre. Elle est à la fois fille de Ré, du soleil, et roi d'Égypte. Et sans cesse, il y a des adjectifs, des épithètes féminines et masculines pour la qualifier. Elle joue toujours sur ces deux registres, et bien sûr, les Égyptiens n'étaient pas dupes, ils savaient très bien qu'elle était une femme. Mais pour s'imposer dans ce monde, par rapport à la cour, par rapport à des conseillers qui pourraient avoir des velléités de la renverser, elle devait se faire représenter en homme, mais également pour les puissances qui étaient aux portes de l'Égypte, toujours promptes à se révolter contre l'Égypte. Donc, elle était obligée de s'habiller de cette manière. Est-ce que ça n'est pas une formule finalement commode de souligner ainsi qu'il existe une représentation du pouvoir et que cette représentation du pouvoir n'a pas de lien forcément direct avec la personne qui l'exerce? Ce n'est plus la fameuse doctrine de Kantorowicz des deux corps du roi. Là, c'est une dichotomie radicale entre le corps de la reine et le corps symbolique du pouvoir. C'est tout à fait ça. Il y a le corps de la reine, dont tout le monde sait qu'il est féminin, et puis le corps symbolique et les régalias qu'elle arbore quand elle sort. Elle porte les sceptres, etc. Elle ne peut pas se montrer comme une reine puisqu'elle est roi. Voilà, mais il y a toujours cette fluidité de genre. Elle rappelle toujours qu'elle est fille du soleil, etc., fille d'Amon, et c'est le dieu Amon qui l'a effectivement portée au pouvoir. Et elle va offrir à l'Égypte, ça c'est important de le dire, un règne de 22 ans marqué par une grande stabilité, la paix, des expéditions lointaines mais non belliqueuses, et elle va beaucoup construire. Et elle entretient aussi un lien particulier avec ce dieu Amon qui l'a porté au pouvoir. Il y a de très beaux textes où il y a une sorte de fusion mystique entre elle et son père Amon. Et c'est très, très beau parce qu'on voit qu'elle aussi, elle va encourager les intellectuels à réfléchir sur le domaine de la mort et de l'après-vie avec des textes nouveaux. Qui sont ces intellectuels? Terme peut-être un peu trop contemporain, mais ceux qui font profession d'écrire, ce ne sont pas les scribes ici, qui sont les fonctionnaires de l'État, on pourrait dire ça comme ça, les employés de l'État. Qui sont ces intellectuels? Alors, il y a effectivement les grands prêtres d'Amon, qui sont le grand prêtre, l'équivalent d'une sorte de pape qui a le Vatican du clergé d'Amon, qui est très riche, très puissant et qui ne veut pas lâcher son pouvoir voilà pourquoi il y aura ce schisme avec l'époque d'Akhenaton, qui va s'opposer à ce grand clergé d'Amon qui avait pris de plus en plus de force par rapport au pouvoir royal. Et il y a effectivement ces intellectuels, on peut le dire, qui sont des théologiens qui réfléchissent, qui pensent
Mais c'est un pléonasme, un théologien qui réfléchit, non? Qui réfléchit, qui élabore des textes, notamment des spéculations sur l'après-vie, par exemple, sur des textes. Il y a beaucoup de textes, vous le savez, le livre des morts, le livre des portes, le livre de l'Amduat, le livre donc de l'au-delà, de l'Occident. Eh bien, ils vont travailler, réfléchir à ces grands textes qui sont des sortes de vade-mecum pour le défunt, pour qu'il se retrouve dans l'au-delà à travers un certain nombre d'étapes, d'épreuves pour atteindre le tribunal d'Osiris. Et ils vont se pencher sur ces grands textes, ils vont les élaborer. Il y a une intense spéculation intellectuelle et on parle aussi de ces hommes exceptionnels. Il y a un personnage qui l'accompagne, dont on a fait son amant sans absolument aucune preuve, qu'on appelle Senenmut et qui a été à la fois son vizir, son conseiller, le précepteur et presque la nourrice de sa fille Néferouré, et qui est un homme exceptionnel, qui est aussi quelqu'un qui va créer une typologie de statue où il a un giron avec la petite tête de la princesse qui sort de son giron, et il a aussi élaboré quelque chose que je trouve extraordinaire, qui me fait penser un peu à une sorte de Léonard de Vinci de l'époque, des statues avec des rébus au nom de la reine. Ah, c'est mignon comme tout. Mais enfin, ces rébus sont parfois un peu érotiques. Vous en évoquez justement. Et là encore, l'enquête policière est ouverte, mais elle est loin d'être terminée pour savoir jusqu'où on peut identifier Hatshepsut et son vizir. Évidemment, on serait tenté de dire que c'est un peu ridicule et presque un cliché d'attribuer à cet homme-là la fonction d'amant de la reine. Hein. Mais en même temps, cette reine, elle était toute jeune et elle était toute seule car elle n'avait pas le droit de se marier, ayant été et son statut étant celui qu'il est. Donc, évidemment, là, nos contemporains peuvent extrapoler. Est-ce que vous le faites, vous, de temps en temps, vous vous dites, est-ce que je peux interpréter comme ci ou comme ça? Alors, ce que j'explique dans ce livre, c'est que on est tenté, parce qu'aussi on est influencé par la littérature romancée de Christian Jacques et d'autres, mais en réalité, on ne connaît pas les sentiments, les émotions de toutes ces femmes et de tous ces hommes. On ne peut que leur prêter, et ça, dans un livre comme celui-là, je m'y oppose parce que vous avez raison. On ne peut absolument pas leur prêter des sentiments. Et le graffiti dont vous parliez, ce n'est pas les statues à rébus au nom de la reine. Il s'agit d'un graffiti érotique qui a été découvert dans une grotte au-dessus du temple de Der el-Bahari. Et ça peut effectivement représenter, c'est un graffiti érotique de l'union de ces deux personnages, mais ça peut être aussi une sorte de graffiti, une sorte de caricature. Hein. Les Égyptiens aimaient bien les caricatures. C'était pas Charlie, mais c'était un peu ça. On aimait bien se moquer du pouvoir des prêtres. On les représentait sous forme d'âne en train de jouer aux dames, etc. On aimait bien. Le peuple avait besoin de se défouler de cette emprise des prêtres et de cette emprise effectivement du pharaon, et on aimait bien dessiner sur des ostracones, c'est-à-dire des petits morceaux de poterie, des caricatures des gens de pouvoir. Donc il est possible que ce soit simplement la caricature, ou peut-être que cet homme, mais je pense qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, et surtout il l'a aidé à assurer son pouvoir quand elle s'est avancée. Elle avait peut-être un amoureux caché, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, sa fin a été un peu douloureuse, hein. Donc, quand même, comme pas mal de personnages de haut rang de l'époque, tout de même, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de prestige, mais leur fin de vie n'est pas extrêmement joyeuse, hein. Alors, elle a eu une fin de vie, on ne sait pas comment, elle est décédée. Elle a été inhumée avec les honneurs par son neveu, le fameux Thoutmôsis III, donc elle avait non pas écarté du pouvoir, mais avec qui elle avait co-régné, on va dire. Mais surtout, quelques années plus tard, il va détruire tous les monuments extraordinaires qu'elle avait bâtis, ses statues, etc. Il y a une proscription terrible qui s'abat sur ces monuments, et tout va être mis en pièces. Et son nom, sa silhouette, son nom va être martelé, mais je précise que là où elle est représentée en femme, on n'y touche pas. On lui dénie le fait qu'elle ait été pharaon. Faites confiance à vos successeurs, hein, dites donc. Bon,
on va pas quand même passer toute l'émission sur Hatshepsut. Quelles sont celles auxquelles vous consacrez un chapitre qui vous plaisent particulièrement? Il y a Tia, il y a aussi, oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a Tihi et puis il y a Nefertiti. Alors là, évidemment, moi, j'ai une petite sensibilité pour celle-ci parce que l'enfant que j'ai été il y a fort longtemps s'en souvient. Puis elle est, vous le dites à un moment donné, devenue une icône de la beauté. Alors, quelques mots à propos de ces souveraines, s'il vous plaît, Florence Quentin. Alors effectivement, comme je le disais, c'est une chaîne ininterrompue de femmes qui se transmettent le pouvoir, qui sont plus ou moins sur le devant de la scène, elles ont plus ou moins de personnalité et surtout, on leur donne plus ou moins la possibilité de l'exercer. Moi, j'aime beaucoup Tihi, qui est donc la belle-mère, peut-être la tante, là aussi dans l'histoire de famille, c'est très compliqué, peut-être la tante de Nefertiti, et qui va être une conseillère pour Amenhotep III, le grand roi bâtisseur, père donc d'Akhenaton, et qui va bâtir dans toute l'Égypte, on l'appelle le roi soleil de l'Égypte. Elle va être conseillère, elle va être divinisée, elle exerce un pouvoir extrêmement important. Elle va aussi conseiller son fils Akhenaton quand il sera au pouvoir. Et j'aime beaucoup cette personnalité, on sent très puissante, très impérieuse, très souveraine justement. Et puis Nefertiti, moi j'ai beaucoup d'affection pour elle également parce que outre cette beauté qui est une beauté construite, comme je l'explique, c'est un buste que l'on connaît exposé au musée de Berlin qui est artificiellement construit. Hein. Elle était sans doute très belle, son nom c'est La Belle est venue, mais ce buste est l'incarnation d'une beauté qui n'existe pas dans la nature. Et ce que je trouve fascinant dans son règne, c'est qu'elle va être là, elle ne règne pas seule, elle règne aux côtés d'un pharaon qui est un réformateur radical. Il impose le culte du Dieu unique, Aton, le disque solaire, et il va s'opposer à ce polythéisme extrêmement puissant et moins au polythéisme parce qu'on va encore avoir sporadiquement des cultes aux autres dieux qui ne seront pas attaqués, mais il s'attaque essentiellement à ce clergé ammonien qui est devenu de plus en plus puissant à Karnak, à Thèbes, l'actuel Luxor, et qui prend le pouvoir même sur le pouvoir royal. Et il se rend compte que cet État dans l'État, hein, cette sorte de Vatican de l'époque, va être en train de menacer le pouvoir. On voit au passage que donc la réforme du Dieu unique est une réponse politique et non pas une lubie théologique. Oui, on a souvent fait d'Akhenaton une espèce d'inspiré. Il était peut-être qui aurait eu une révélation mystique. Peut-être qu'il l'a eu, peut-être qu'il a pressenti, il a vraiment pressenti l'avenir du monothéisme, même si ce n'est pas un monothéisme biblique du tout, il faut bien le préciser, ça n'a rien à voir avec le monothéisme mosaïque, c'est très très différent, mais il radicalise une tendance qui existait déjà. Les Égyptiens pensaient qu'il y avait une source unique avec des manifestations. Ils n'ont jamais été réellement polythéistes. Mais toutes ces manifestations étaient si nombreuses qu'on s'y perdait un peu avec toutes ces divinités, toutes ces grandes villes, tous ces grands temples. Mais surtout, il cible ce dieu Ammon et cette puissance, on va dire, de ce clergé qui avait pris beaucoup trop d'importance et de pouvoir à l'époque. Et il va faire une réforme, et vous avez raison, politico-religieuse. Il va influencer les arts. Quand on voit une œuvre amarnienne, immédiatement on la reconnaît. Les corps sont déformés, Akhenaton a un visage tout en longueur. On reconnaît au premier regard une œuvre amarnienne. Vous soulignez, Florence Quentin, dans votre ouvrage que les femmes ont assuré la pérennité du système égyptien. Et non pas seulement selon, là encore, un cliché, parce qu'elles font des enfants et qu'elles sont bien gentilles, pas du tout, mais parce qu'elles ont du tempérament, tout au contraire, et qu'elles savent tenir leur place. Hein, c'est le message que vous transmettez, me semble-t-il, Florence Quentin. Oui, à la fois, elles ont transmis, elles ont fait ces enfants. Quand même, oui, ça. Oui, mais parfois beaucoup d'enfants. Nefertiti, qui est morte, elle avait une trentaine d'années, avait fait
donné naissance à 6 filles et peut-être à Toutankhamon, ça fait 7 enfants à 30 ans, c'est beaucoup, oui. c'est beaucoup d'enfants. Je ne voudrais pas que les auditrices me reprochent, et vous aussi, que vous me reprochiez d'avoir banalisé. Attention, je marche sur un chiffre. Mais puis il fallait, dans le cas de Néfertari, la grande épouse royale du Ramsès II que tout le monde connaît, il fallait effectivement qu'elle soit la première à faire l'enfant mâle. L'héritier. Donc quand même il y avait une pression sur l'héritier mâle, une pression qui était exercée sur ces reines, mais je trouve qu'elles ont été beaucoup plus subtiles et elles ont assuré la pérennité de cette civilisation aussi par le rôle rituel qu'elles ont joué. Elles ont été les réceptacles, les hypostases des déesses. Elles ont eu un rôle rituel très important religieusement. Elles occupaient notamment le rôle de divine épouse d'Amon, qui était un rôle, elles étaient à la tête d'un collège de prêtresses de grands domaines, elles étaient extrêmement puissantes. Et je pense qu'elles ont tenu aussi cette place à la fois rituelle, à la fois politique, à la fois de mère, d'épouse, de fille. Elles ont tenu tous ces rôles ensemble. Et ça, c'est remarquable. En étant toutes jeunes, hein, évidemment, même si à 30 ans, à l'époque, on passait pour déjà vieillissante, mais enfin, quand même. Un petit mot à propos du rythme de vie à l'époque, puisque vous évoquez, j'évoque à l'instant l'espérance de vie des femmes et des hommes. C'est un empire immense, mais rappelons évidemment que se déplacer au sein de l'empire est très long, très lent. Pourtant, en vous lisant, on a l'impression que l'administration supplée à la lenteur des déplacements et à l'étendue des empires. Florence Quentin. Oui, parce que c'est une organisation des rouages extrêmement bien huilés. Et dans chaque nome, c'est-à-dire chaque province, il y a une administration avec des scribes, donc qui font remonter, qui relatent tout, et qui font remonter les informations au pouvoir central. Donc effectivement, tout ça circule très bien. Et puis on a le Nil. Donc le Nil, c'est plus rapide que la voie terrestre et on circule beaucoup sur le Nil. Et on sait aujourd'hui que les Égyptiens ont voyagé sur la mer, qui sont allés en mer Égée, qu'il y avait beaucoup de circulation des personnes et beaucoup de circulation des biens, des richesses, etc. Et puis je donne un exemple qui peut faire sourire, que j'ai découvert aussi, c'est que quand Ramsès II va se battre à Kadesh dans la Syrie actuelle, eh bien il part avec ses enfants, une partie de ses fils pour les aguerrir, c'est le cas de le dire, parce que ça a failli très mal se passer pour eux. Et également, il a un harem itinérant. Alors, il amène certaines de ses femmes, certains des enfants de ses femmes, et puis des concubines, des épouses secondaires, il les amène avec lui non pas sur le champ de bataille, mais en tout cas dans le camp de base. Donc, on se déplace beaucoup plus. On a l'impression que tout ça était très statique. En réalité, les Égyptiens se déplaçaient beaucoup par la voie fluviale et puis par la voie terrestre. Et les pharaons avaient plusieurs palais, soit dans le nord à Memphis, soit dans le sud à Thèbes, soit en Moyenne-Égypte. Et puis sans arrêt, ils circulaient d'un palais à l'autre ou d'un harem à l'autre. Florence Quentin, quand on vous écoute, ce qui est formidable, c'est que tout est simple et fluide, et ça, c'est une grande qualité de transmission du savoir. Et moi qui entends très peu de choses à la civilisation égyptienne antique, je me dis que vraiment c'est un monde absolument merveilleux et fascinant. Alors, évidemment, les interprétations de cette histoire antique depuis 2 siècles en France, mais aussi chez nos voisins et néanmoins amis anglais, ont varié, n'est-ce pas? Alors, ces interprétations, j'aimerais qu'on leur consacre quelques minutes, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une histoire de l'Égypte ancienne? Oui, il y a beaucoup d'évolutions de la manière dont on voit l'histoire de l'Égypte ancienne, parce que c'est une science qui est relativement récente, qui est née donc à la fin du 19e siècle. Et là, effectivement, on avait donc
ces présupposés, cette vision. On voit chez certains savants, enfin, cette vision, en tout cas en France, aussi chrétienne, avec une interprétation. Souvent, on avait notamment le chanoine Brioton qui a forcément le regard à évoluer. Mon professeur que j'aimais beaucoup, pour lequel je suis allée à Montpellier faire mes études, qui s'appelait François Domat, était par exemple un grand chrétien, et il avait cette sensibilité que j'aimais beaucoup par rapport au texte. Il nous a transmis sa passion de l'épigraphie, mais il citait beaucoup les grands mystiques chrétiens, Maître Eckhart, etc. Donc on voit qu'il avait effectivement ce filtre, mais qui lui permettait d'une certaine manière de comprendre la subtilité de la démarche des Égyptiens par rapport aux grandes fêtes religieuses, par exemple, la dévotion pour les statues, quelque chose qui est assez, qui pour les catholiques en tout cas, qui parle beaucoup. Et voilà. Ces grandes fêtes, ces statues. Merci de vous reprendre. La Vierge Marie, enfin. Oh là 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 là. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, effectivement, c'est vrai que Christiane Desroches-Noblecourt disait: nous ne sommes pas judéo-chrétiens, nous sommes égypto-chrétiens. Et ce n'est pas complètement faux, parce que je trouve qu'il y a eu une transmission de l'Égypte ancienne au christianisme. On voit des choses au Moyen-Âge qui sont assez proches finalement de la dévotion extraordinaire des Égyptiens pour leur Dieu, pour les grandes fêtes liturgiques, etc. Et donc, avec le temps, notre regard, évidemment, a changé. C'est peut-être, entre guillemets, débarrassé de ces présupposés, de ce regard. Et puis aujourd'hui, on est dans une égyptologie beaucoup plus, on va dire, scientifique, plus rationnelle, plus de terrain, où aussi on a peut-être plus d'humilité, on regarde plus le terrain, parfois civil. On va peut-être moins s'intéresser. On aimerait tous découvrir la tombe de Toutankhamon, mais Howard Carter, qui était un grand égyptologue, était donc subventionné par Lord Carnarvon, qui voulait surtout avoir beaucoup de beaux objets pour sa collection. Voilà. Et oui, ça c'est le vieux clivage chez les archéologues entre les chasseurs de trésors et les chasseurs de vestiges. Exactement. Et aujourd'hui, certes, si on découvrait un Toutankhamon, une tombe royale, ça serait merveilleux. Mais aujourd'hui, on regarde les menus, les menus traces civiles, urbaines, et puis de ce que le peuple a laissé, les nobles, des petites choses qui nous renseignent sur la vie des Égyptiens et qui sont infiniment précieuses. Le tintinophile que je suis vous citerai la toute première page des 7 boules de cristal et ce voyageur qui dit à Tintin: tout cela finira mal. Pourquoi est-ce que nous allons visiter les tombes? Qu'est-ce qu'on dirait si on allait déranger nos morts dans nos cimetières? Alors, pensons à nos amis égyptiens. Et puisque je cite la bande dessinée, évidemment, Edgar P. Jacobs a laissé une œuvre importante avec le mystère de la Grande Pyramide, non? Ah oui, moi j'ai travaillé avec le studio Jacobs quand j'étais étudiante à Bruxelles, et il était donc bien sûr décédé. Jacobs était décédé, mais il est décédé dans les années 80, et donc c'est vrai. et il était, mais son héritier. J'ai travaillé avec lui sur des textes, et Jacobs était quelqu'un d'extrêmement précis dans ses dessins, vous le savez, et il travaillait avec des égyptologues de la Fondation Reine-Élisabeth, et son mystère de la Grande Pyramide, bien sûr. Quand on rentre dans la pyramide et qu'il y a Akhenaton, tout ça c'est mélangé, mais par Horus demeure, et ça a suscité un grand nombre de vocations chez les égyptologues. C'est comme le dit par exemple Jean-Pierre Cortegiani, que j'avais rencontré au Caire à l'IFAO. Et bien effectivement, il a sa vocation d'égyptologue est née de la lecture de Tintin et de Edgar P. Jacobs. Oui, car les auditeurs auront bien sûr à cœur de se souvenir des cigares du pharaon, œuvre d'Hergé pour Tintin. Mais finissons de façon sérieuse. Florence Quentin, je l'ai dit tout à l'heure, vous donnez des conférences. Vous serez très prochainement à Strasbourg, au Temple Neuf. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots de cette prestation ? Mais je vous remercie de me permettre d'en parler, parce que c'est une création de Gérard Kurgian, qui est donc un directeur artistique qui a notamment dirigé les journées de Fès, des musiques sacrées, le festival des musiques sacrées de Fès, et qui a l'habitude de ce type de spectacle avec récitant et musique,
notamment sur les grands textes mystiques de Rumi ou de Maître Eckhart, etc. Il a monté d'autres spectacles et nous nous sommes rencontrés et je lui ai proposé, je lui ai dit, il faut redonner voix à la vieille Égypte et qu'on entende cette magnifique littérature extrêmement riche. Il y a des poèmes d'amour, des hymnes aux divinités, des poèmes philosophiques sur la vie et la mort, sur le carpe diem. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté? Ce qui nous attend? C'est extrêmement profond et même des chants très gais, des chants à Hathor, la déesse de l'amour, de l'érotisme. Vous voulez dire très joyeux? Très joyeux, effectivement. Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la joie, de l'éros. Et donc, il y a des textes magnifiques que l'on ne connaît pas, enfin que le grand public ne connaît pas. Et donc, j'ai proposé que nous les mettions en musique, enfin nous récitons. Et il y a Yad Eymour, qui est donc un polyinstrumentiste syrien qui joue du oud, du kanoun, c'est des sons magnifiques. Il a été exhumé des flûtes qu'on jouait dans l'Égypte ancienne. Donc, c'est le son de l'Égypte ancienne qu'on va entendre. Et puis, Eric Sampé, qui est un grand guitariste de jazz, qui a joué avec John McLaughlin, enfin, avec David Sanborn, qui est un grand du jazz. Et donc, ce côté contemporain, c'est magnifique de les entendre tous les deux. Au Temple Neuf, à Strasbourg, quel est le jour, s'il vous plaît? Le 12 juin à 20h. Bon. Et nos auditeurs pourront évidemment trouver tout cela en allant sur le site du Temple Neuf à Strasbourg. Oui, ce sont les Sacrées Journées. C'est un festival qui s'appelle les Sacrées Journées et qui donne la parole à toutes les traditions du monde. Et je voulais rajouter que a cappella, je réciterai de l'égyptien ancien pour que l'on entende cette musique oubliée. Ah, mais ça c'est magnifique. Alors j'espère que les auditeurs auront la possibilité de venir vous entendre vous-même et vos compagnons d'équipée. Alors vraiment, je recommande chaudement ce nouveau livre, Florence Quentin, Les grandes souveraines d'Égypte, paru chez Perrin. Très très bel ouvrage. Dans quelle direction partez-vous maintenant? Avez-vous déjà quelques idées d'un nouveau livre? Oui, je suis en train de rédiger un nouveau livre pour Perrin que je dois rendre cette fin d'année dans la collection Vérité et Légende. Donc, pour aller battre en brèche les idées reçues, elles sont nombreuses sur l'Égypte ancienne. Eh bien, vraiment, merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes. Nous souhaitons une excellente fin de soirée. Et puis, à nos auditeurs qui auraient des problèmes pour s'endormir, eh bien, ils n'ont qu'à penser aux souveraines d'Égypte et ils vont être bercés non seulement de mythologie, mais d'une histoire politique et spirituelle absolument passionnante. Merci beaucoup encore, Florence. Merci, Frédéric.